grand débrief. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 mars et nous allons débriefer toutes les rencontres sportives tourangelles du week-end. Et pour réaliser cette mission, si vous l'acceptez, messieurs, on retrouve Francis Leroux. Salut Francis. Bonsoir tout le monde. Basile Martin est également avec nous ce soir. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. On retrouvera aussi Florentin Cheminard qui va nous rejoindre dans 5 petites minutes maintenant. Et puis Guillaume Colomba qui est à la réalisation technique de cette émission. Donc messieurs, on va commencer à 3. Pas de Louis, pas de Mathilde ce soir. En petit comité pour cette émission. Et on va démarrer avec une performance assez remarquable. C'est celle, bien sûr, du Tour Volleyball en Coupe d'Europe qui a réalisé une très très grosse performance en s'imposant 3-7. J'ai un gros trou de mémoire. Aidez-moi, messieurs, j'arrive même plus à 3-7-1. 3-7-1, merci. Donc 3-7-1 et qui se qualifie donc pour la finale face à Monza, puisque on le sait, Kazan n'est pas qualifié pour les raisons qu'on connaît tous bien sûr, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc un club italien en finale qui réussit plutôt bien pour le TVB. Messieurs, on va d'abord parler de cette rencontre et la victoire 3-7-1. Vas-y, Francis. Ah bon, on a assisté à une soirée fabuleuse, quoi. Il y avait tous les ingrédients pour que ça se passe bien. 3200 spectateurs en feu, grâce à un speaker qui est tout simplement excellent, qui met le feu, voilà, il sait y faire, et le public était là de toute façon pour faire la fête. Les joueurs, eux, ont répondu présent. Une démonstration de handball, une démonstration de timing, quoi, du professionnalisme à l'état pur. On a vu du très haut niveau mercredi dernier. C'était tout simplement génial. Alors oui, effectivement, sauf que c'était du volley. Parce que j'ai dit quoi? Du handball, c'est pas grave. Oh, pardon. Oh là là, ouais, Non, mais par contre, ouais. Je suis sincèrement désolé. Ouais. Non, mais c'est c'est la vrai continuité de ma prestation au micro hier. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un très très gros match face à des Polonais quand même qui n'étaient pas venus en victime, hein, ils n'étaient pas venus en touristes, qui ont essayé de mettre à mal en tout cas les attaques tourangelles. Il est vrai que dans le troisième set, on commence un peu à douter en se disant que ça peut basculer parce que les deux premiers sets sont à l'avantage des Tourangeaux. Mais dans le troisième, franchement, les Polonais font une grosse prestation et on se dit qu'il y a vraiment rien de fait, quoi, parce que ça peut aller au tie-break et il y a largement la place pour les Polonais d'arriver à gagner les deux sets suivants. Mais les Tourangeaux ont été vraiment très solides, sachant qu'il faut quand même le rappeler, en début de match, il y a l'information comme quoi Kevin Tilly est malade, sachant que, alors effectivement, il y a un collectif autour volleyball, mais ça reste quand même une pièce centrale de l'échiquier, si je puis dire. Et c'est vrai que le fait de ne pas le voir sur le Taraflex, on se dit que bon, ça peut poser 2-3 soucis, quoi. Cela étant, ça a été très très bien compensé par ses coéquipiers qui ont réalisé une prestation d'ensemble de très haut niveau. Et honnêtement, on se demandait même voilà, si ça pouvait pas faire 3-0, quoi, parce que franchement, ils ont vraiment été extrêmement solides. Et puis, comme le disait Francis, je vais pas paraphraser, mais le public a été au rendez-vous et c'est vrai que ça fait plaisir. Par les temps qui courent, on a eu des fois des moments où les salles étaient soit complètement vides, soit en demi-jauge avec pas grand monde dedans et pas beaucoup d'ambiance. Et là, retrouver ce genre d'ambiance, même enfin, que ce soit pour les joueurs, pour la ville, pour les supporters, pour tout le monde en fait, c'est essentiel et ça augure une très belle finale retour à Grenoble. Alors, ça sera Vas-y. Ouais, ça sera le match retour à Tours le 23 mars et donc la semaine d'avant à Monza. Voilà. Monza qui semble être une équipe de calibre inférieur à Modène. Qui peut être inférieur à Modène. Cela étant, ils ont pas usé beaucoup de cartouches
sur le match retour puisqu'il n'a pas eu lieu et ils avaient perdu 3-1 contre Kazan à Monza. Donc, c'est ça. Bon, Kazan étant une grosse cylindrée du volley. Il faut savoir quand même que le TVB, bien évidemment, ne va pas partir la fleur au fusil. Ils l'ont pas fait sur un seul match cette saison. Il n'y a pas de raison qu'ils le fassent sur une finale de Coupe d'Europe. Hein. Donc, on peut compter sur l'ensemble de l'effectif et surtout sur Frankoviak pour mettre son équipe dans les meilleures conditions. Ouais, clairement. Et puis, les Tourangeaux, enfin voilà, sont extrêmement proches de pouvoir déjà s'adjuger un premier titre dans cette saison. Donc, et je pense qu'il y a une majeure partie de joueurs, les Palonski, les Graciano, qui sont arrivés au mois de décembre. Kevin Tilly aussi, même si effectivement le championnat reste un objectif. Mais clairement, tous ces joueurs-là, et il y en a d'autres, hein, Nascimento, Teriomenko qui est revenu aussi, tous ces joueurs-là, ils sont là pour l'Europe parce que c'est aussi ce qui fait plutôt bien sur une ligne de CV. Et en même temps, c'est des joueurs qui, je pense, ont envie de gagner ça collectivement et surtout à l'échelle européenne. Donc, ils sont à 2 matchs, quoi, pour pouvoir faire quelque chose. Après, simplement, si vous me le permettez, je trouve ça un petit peu dommage, le fait d'avoir exclu Kazan. Non pas que je sois pro-russe ou quelque chose du genre, mais c'est qu'on vient mélanger un peu la politique et le sportif, et c'est un petit peu dommage en un sens, parce que ces joueurs de Kazan, est-ce qu'ils sont pro-russes ou pas pro-russes? Pour le coup, on ne le sait pas. En attendant, sportivement, ils avaient fait le nécessaire. Ouais, mais on va dire que toutes les décisions ont été prises pour que les Russes soient exclus de, on va dire, 90% des disciplines. En tout cas, dans les sports collectifs, c'est réglé. C'est dans toutes les disciplines où les Russes ont été exclus des divers championnats et même des compétitions à venir. Donc, il n'y a pas de raison que le volleyball fasse exception. Et moi, contrairement à toi, je suis comment dire, en adéquation avec cette décision prise par la Fédération internationale de volley. Voilà, c'est mon avis. Il faut prendre des décisions. Elles sont lourdes, évidemment, lourdes de conséquences. Bien évidemment que la plupart des sportifs n'adhèrent pas aux idées. Quoi. Puis après tout, on n'en sait rien, mais il y a de grandes chances pour que les sportifs n'adhèrent pas aux idées mises en place par un certain monsieur. Et voilà, quoi. Donc, bon, mais de toute façon, ça C'est peut-être dépasse aussi nos délicat compétences. pour les Français, les clubs français, d'envoyer les athlètes, les joueurs Oui, en voilà. Russie. C'est surtout Oh, bah, ça, je c'est pense, même plus. qui C'est pose. même plus d'actualité, ça, puisqu'on est plutôt en train de vouloir rapatrier tout le monde. Donc, on va dans Il y l'autre avait, sens, là. si ça avait voulu être fait, il y aurait eu d'autres systèmes. Enfin bon, après. Ouais, non, mais là, on rentre dans Ouais. c'est des domaines politiques Cela et puis ne ça nous dépasse mon regarde sportif. pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Ça ne nous regarde pas. Ouais. on va Alors, revenir et il faut savoir quand même que depuis, ils sont allés par jouer rapport à à Cannes. Tu parlais, Arthur, là, il y a ça saccade là chez toi. Ouais, je parlais. Donc, apparemment, ouais, ça saccade. Alors, attends, je termine si vous m'entendez là. Oui. Je voulais revenir sur donc Monza, puisque vous l'avez comparé à Modène. Donc là, si on regarde le championnat actuel, Modène est quatrième avec 21 matchs joués et 45 points au total. Et Monza, sixième avec un match supplémentaire et 31 points au compteur, donc 14 de moins quand même Ouais. que Modène dans le championnat avec un match supplémentaire. C'est aussi derrière Trentino qui se trouve troisième. Donc Trentino qui avait bien réussi en finale de Coupe d'Europe. C'était C'est il y a il y a 4 ans, 5 ça. ans. 4 ans. Ouais. 5 ans. Donc voilà, c'est peut-être un signe. Modène a bien réussi à Tours cette année. Et puis donc là, encore un club italien. Donc les clubs italiens, on va dire, réussissent au Tour Volleyball. Donc ça peut être un petit signe pour la victoire, tout Du simplement. destin. Voilà. On verra ça. Et donc tu disais face à Cannes, Francis, on peut revenir au championnat. Ouais, ils sont revenus, ils sont allés à Cannes faire une journée de championnat classique, hein, voilà. Ils ont gagné 3-0 parfaitement.
Donc, bravo messieurs pour votre professionnalisme parce qu'il n'y a pas de baisse de régime et c'est ce qu'on peut noter de la part de l'effectif du TVB cette année, c'est que, alors il n'y a pas trop de blessés non plus, hein, il faut bien depuis quelques temps là, on va dire que la préparation physique orchestrée par Claire Longomba et Thomas Soulier visiblement fait du bien aux joueurs du TVV parce que non seulement il y a les résultats, mais il n'y a pas de blessés. Donc, quelque part, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et il faut savoir aussi qu'ils jouent demain à Nice. Donc, ils ne sont pas revenus à Tours, là, entre les deux matchs. Ils ont joué, je ne sais plus si c'est vendredi ou samedi, contre Cannes. Et ils restaient, en gros, sur la Côte d'Azur pour assurer ce match contre Nice qui aura lieu demain soir. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que moi, clairement, je l'assume. Hein, après le match de Coupe d'Europe, je me disais, bon, ils vont peut-être aller en lâcher un petit quand même à un moment Ah donné, ouais. parce que voilà, un sas de décompression, parce qu'on laisse vachement d'influx nerveux dans ce genre de match. Et on l'a vu, beaucoup de joueurs étaient très énergiques, ils se battaient sur tous les points contre Belchatov. Donc voilà, on pouvait penser qu'il y ait une petite baisse de régime ou une relâche. Mais clairement, c'est pas du tout dans l'ADN de cette équipe-là, Ouais. qui joue Et tous les matchs à fond et qui c'est a fait ça. un Alors, festival à Cannes. et il faut savoir aussi que, a priori, à Cannes, Kevin Tilly n'était toujours pas là, mais que depuis, il a pris l'avion pour les rejoindre pour jouer Nice demain. C'est pas une bonne Donc, nouvelle pour lui. on va dire que c'est une information sûre à 90-15%. Voilà. Parce que c'est quelqu'un d'assez proche du club qui m'a donné cette information. Allez, messieurs, Ah, on va enchaîner et on va pouvoir saluer Florentin Cheminard, donc, qui nous a rejoint. Salut Florentin. Bonsoir à tous. Salut également à Bernard, Malo, Jean-François, Philippe qui nous regarde, et puis tous les autres, Mickaël également, on a Alex Clément. Bref, pas mal de monde encore ce soir pour nous suivre, et on va changer de sport, messieurs. Je vous propose de passer désormais au rugby, juste après ce jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles avec toute la team. Le grand débrief, c'est jusqu'à 20h. Alors, je ne l'ai pas forcément annoncé en début d'émission, mais c'est vrai que cette semaine, il y a pas mal de rouge dans les résultats pour nos clubs tourangeaux. Donc, on a fait du vert avec le tour volleyball. Il y en aura aussi en hockey sur glace. Et après, c'est assez limité. Et pour le rugby, il y a un partout. Il y a un match nul, un match gagné et un match perdu. On va commencer par le match perdu. Messieurs, Basile et Francis, vous y étiez tous les deux. C'est bien sûr l'US Tour pour le championnat de Fédéral 2 qui recevait Poitiers. Une défaite 18-24, une grosse déception, et sur le terrain, la Tour n'a pas été au niveau. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Ils n'ont pas été très bons dans la conquête, en mêlée et en touche. Après, dans le jeu, ils ont été un peu dominés par cette équipe de Poitiers, oui. Cela étant, bon, on va pas s'éterniser sur l'arbitrage, mais je pense qu'il y a une erreur d'arbitrage sur l'essai de Poitiers et il y a une erreur d'arbitrage en défaveur de Tours, ce qui fait moins 7 d'un côté, plus 7 de l'autre, potentiellement. Donc ça fait un delta de entre 10 et 14 points. Et quand on sait qu'à la fin, il y a 6 points d'écart, on peut avoir de 3 regrets. Cela étant, les Tourangeaux ont peiné en touche parce que 5-6 lancers gâchés. Et dans le jeu, c'est vrai qu'il y a eu des approximations, des en avant. Ce qu'on n'avait pas forcément vu d'ailleurs il y a 2 semaines, et ils avaient réussi à, entre guillemets, fermer le match et tuer le match en toute fin de match à la balle, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire là contre Poitiers. Et puis les Poitevins qui, eux, étaient venus jouer, entre guillemets, un mauvais tour au Tourangeau et leur rendre la monnaie de leur pièce, ce qui a été fait. alors, moi, je vais être un petit peu moins gentil que toi, Basile, parce que il y a des. On va dire que Tours, sur ce match,
n'a pas mis tous les ingrédients pour jouer un derby, parce qu'il faut préciser que c'était un derby quand même, contrairement aux joueurs de Poitiers, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé que ça manquait de vaillance par moment. Et alors ça, c'était le point négatif. Par contre, pour revenir sur les faits de jeu, effectivement, tu disais entre 10 et 14, moi j'étais plutôt sur 12, parce que les 7 points accordés à Poitiers, c'est un essai qui n'est normalement pas, qui ne devrait pas être accepté puisque le 3 Carrel écrase la ligne. L'arbitre de touche à ce moment-là est un joueur de Poitiers, le numéro 22 pour ne pas le nommer. Je ne donne pas son nom, je donne que son numéro, mais là-dessus, lui, il l'a vu tout comme les autres, comme toute la tribune l'a vu. J'ai pas pour habitude de trop allumer comme ça, mais ça c'est vraiment pas bon. C'est un joueur, en fait, il est le 16e homme dans ces moments-là, quoi. Donc, il y a essai en coin. Il se trouve que Poitiers a un très bon botteur, en la personne de Morisot, qui rajoute les 2 points. Ça fait plus 7, alors que ça ne devrait pas exister. Et dans deuxième mi-temps, il y a Kerry Técher qui fait un petit numéro au même endroit, mais on a changé de côté. Il donne un coup de pied à suivre. L'arbitre ne s'occupe pas de l'arbitre de touche qui, à ce moment-là, est Tourangeau, Robin Ledoux. Lui ne lève pas le drapeau parce que le ballon n'est pas sorti, parce que le joueur n'est pas en touche quand il donne le coup de pied à suivre. Et l'arbitre qui, lui, est à l'intérieur du terrain à 15-20 mètres, se permet de siffler un passage en touche en faisant une remontrance à l'arbitre de touche de Tours. Donc là, c'est 2 poids, 2 mesures. Et donc, essai refusé pour Tours. C'est pourquoi moi je dis 12 points, parce que la transformation aurait été compliquée. Ça peut effectivement aussi être 14 points. Quand on sait que Tours a perdu le match de 6 points, bah voilà, quoi, bon an, mal an, il peut peut-être se passer autre chose, quoi. Même encore s'il y a des choses qui n'ont pas été bonnes du côté de Tours, notamment un essai pratiquement entre les perches où le gars traverse entre 5-6 joueurs sans être le moins du monde inquiété par un quelconque plaquage. Ce qui est dommage, j'adhère plutôt à ce que tu as dit, Francis, mais ce qui est surtout dommage, c'est qu'on se dit que les Tourangeaux étaient sur une bonne série. Ils avaient pu aller gagner à la balle, alors que ce n'était pas forcément chose évidente. Il y avait ce derby qui se profilait avec un stade plutôt rempli. Et c'est dommage de ne pas se récompenser comme ça et de se permettre au final, de croire en une qualification possible, puisque mathématiquement, c'était possible. Donc c'est un peu dommage parce que ça vient ternir un peu la copie de fin de saison. Mais cela étant, il faut aussi reconnaître que les Tourangeaux sont tombés contre une équipe de Poitiers qui était plutôt bien organisée, avec une ligne de 3/4 efficace. Monroseau en tête, le numéro 10, qui lui a été plutôt bon. Et puis un paquet d'avant assez organisé, sans faire de choses extravagantes, mais en attendant, c'était relativement précis et organisé. Et quand on voit que cette équipe est actuellement en classement assez bas, 4 victoires, 11 défaites, on se demande comment ils n'ont pas plus de victoires, quoi. On en a parlé hier, effectivement, ils ne sont pas toujours au complet, ils ne sont pas toujours vaillants sur tous les matchs, ou voilà, quoi. Mais après, il y a aussi le fait que Monroseau, il a été blessé une bonne partie du début de saison. Oui. Et il faut savoir que Emilien Monroseau, dans son rôle de buteur, c'est entre 10 et 12 points par match minimum. Donc, même si hier, il a raté 2 coups de pied relativement simples pour lui, normalement, on est d'accord. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse sur un autre truc qui a eu lieu. L'UST a organisé hier une fête pour ce derby avec des fumigènes couleur orange et bleu par l'intermédiaire d'un partenaire. Il y avait aussi un chauffeur de tribune. Quand je dis un chauffeur, c'est avec le micro, c'était pas un mec qui pilotait, c'est-à-dire qu'il était là, on dit un chauffeur de salle, là c'était un chauffeur de tribune, en la personne de Hans, et que donc il intervenait, il lâchait des slogans et tout, quelque chose pour mettre l'ambiance, il faisait rire les gens, il était là pour mettre de l'ambiance, et qu'il y a un monsieur en bas qui s'appelle un délégué, qui est le patron du dimanche, et qui a fait son petit numéro
en demandant à ce qu'on interdise ce genre de prestations. Il était prêt à un moment même à dire si ça continue, j'arrête le match. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 2000 spectateurs sous le soleil de Tonlé et il y a un monsieur qui fait un petit peu de zèle. Je ne sais pas si ce monsieur il est frustré la semaine et qu'il vient se lâcher le week-end. Moi, ça me fait penser à ça. C'est agaçant. Quand on voit qu'au volleyball, en demi-finale de Coupe d'Europe, il y a un speaker qui, au travers de chaque point, met une ambiance de feu et que c'est toléré en volleyball, et qu'a priori, là, en 4e division de rugby, puisque c'est le niveau de la Fédérale 2, on n'a pas le droit, soi-disant, de mettre une ambiance au micro. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, on enclenche quelque chose pour faire la fête et il y a un monsieur qui dit vous arrêtez, sinon je me fâche. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Bon. Alors, tout ça pour dire ça, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais quand même revenir sur le match rapidement, monsieur. Vous avez quand même dit, et je l'ai entendu aussi, que Poitiers a dominé. Euh, C'était un derby. Tours a gagné 25-21 le match aller à Poitiers. À aucun moment vous avez parlé de contre-performance. Alors pourquoi? En sachant que Tours vise quand même ce milieu de tableau. Tours a de l'avance au niveau des points par rapport à Poitiers qui n'est pas au mieux dans ce championnat. Euh, donc voilà, vous avez juste parlé d'envie. Pourquoi pas de contre-performance sur cette rencontre? Bon, Bah, parce que à mon sens, vas-y. le mot, ouais, à mon sens, le mot contre-performance, il est un peu fort quand on expose les faits qu'on a exposés, c'est-à-dire que à quelque chose près, on va dire aller à 2 décisions près, bah, il y a 7 points de moins d'un côté et peut-être 5 de plus de l'autre côté. On va pas faire des comptes d'apothicaire, mais bon, ça joue quand même pas finalement à grand chose. Ouais. Je pense que ces 2 équipes qui, à effectif complet, se valent à peu près, même si je donnerais un avantage à Tours, mais c'est 2 équipes qui se valent à peu près. Et les Tourangeaux avaient été gagnés à Poitiers alors que c'était plutôt, ça coulait pas de source, on va dire. C'était plutôt un match un peu arraché. Là, les Poitevins sont venus rendre la monnaie de la pièce aux Tourangeaux, mais bon, si les Tourangeaux avaient gagné à la maison et que les Poitevins avaient gagné chez eux, ça aurait été pareil. Ouais. Et Arthur, quand tu dis que les Tourangeaux visent la moitié du tableau, c'est-à-dire la 6e place pour jouer le 32e, c'est ce qu'on disait au début de saison, on le disait encore il y a quelques matchs, mais maintenant on a l'impression quand même que c'est un peu aux oubliettes cette idée-là, parce que il y a du chemin à faire pour aller accrocher la 6e place. Et sincèrement, quand on va dire que la régularité dans les prestations fait défaut. Donc, Milieu de tableau, c'était pas forcément 6e, hein, c'était voilà, entre 6 ouais, et mais 7. initialement, c'était la 6e place qui était quand même visée pour participer au 32e, pour récompenser les joueurs. Mais pour ça, faut mettre tout ce qu'il faut pour se donner les moyens d'y accéder. Ouais. Bon, bah, écoutez, on va passer au match suivant, championnat de Fédéral 3. On va commencer par le match nul. L'US Joué se déplaçait à Angers, 25 partout. Que pouvons-nous dire de cette rencontre? Bah, ce qu'on peut dire, c'est que c'est dommage. c'est un peu enfoncer des portes ouvertes quand on le dit, mais c'est dommage parce que les Tourangeaux, enfin les Jocondiens, qui sont de surcroît Tourangeaux, étaient assez confortablement devant, parce que devait y avoir une bonne dizaine de points d'écart, je crois, à 10 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu dommage de ne pas ramener mieux que ça, mais bon. Les Angevins se sont battus aussi. De mémoire, il y a 2 essais pour Angers dans les 10 dernières minutes, 71e et 79e, je crois. Donc c'est frustrant parce que, alors, ça n'aura pas d'incidence sur la fin de saison en particulier, sachant que, bon, ils ont quand même de la marge, les Jocondiens, par rapport aux Angevins, mais faire match nul et se faire rejoindre comme ça à la dernière minute, c'est frustrant et c'est rageant parce que il y a moyen de bien figurer dans ce championnat. Et en plus de ça, les jaunes et bleus sont une équipe plutôt
agréable à voir jouer, avec des envies, avec des intentions. C'est un peu ballot parce que ça va être dans 2 semaines, 3 semaines, le derby contre Chinon. Donc ça aurait été bien pour eux de l'emporter avant ce match-là, mais bon. C'est le 27 mars? Ça doit être quelque chose comme ça, oui. Ouais, ça serait bien qu'ils le fassent le samedi, quoi, ou que Tours fasse son match le samedi, parce que ce week-end-là, Tours reçoit Le Havre. Donc, ça serait bien que les gens puissent aller voir ce derby de Fédéral 3 et que ces mêmes gens puissent aller voir Tours contre Le Havre, quoi. Donc, ça serait bien que les deux clubs s'entendent pour pouvoir faire une alternance dans la programmation. Mais bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir pu capitaliser et ouais, de pas avoir pu. Moi, j'ai eu une petite discussion avec un joueur qui m'a dit qu'ils étaient vraiment déçus. Comment dire, et qui effectivement de cette victoire qui se sauvait là à la fin, parce que ils avaient vraiment les moyens de ramener la gagne, quoi. Chinon, à présent, messieurs, avec le côté vert dans cette page rugby. Chinon qui recevait le Massif Central et qui s'impose donc dans le même championnat que joué, 19-17. Ouais, c'était pas évident. Enfin, c'était pas évident. Ça coulait pas forcément de source cette victoire-là, parce que le Massif Central, c'est une équipe qui était pas si facilement lisible et pas si facilement décodable. C'est une équipe qui avait tendance à pas trop mal voyager quand même, avec un paquet d'avant assez dense. Sachant que les Chinonnais, alors quand même pour leur rendre un peu d'hommage, les Chinonnais alignaient les 2 tiers de joueurs formés à Chinon sur le 15 de départ. les 15 de départ. Donc c'est plutôt très bien parce que ça montre aussi le travail qui est fait sur la formation, l'école de rugby. Donc c'est très bien de ce côté-là. Et puis en plus de ça, c'est vrai que les marqueurs sont des jeunes joueurs, hein. Il y a Thomas Baron qui a marqué, il y a le petit Gasperoni aussi qui a marqué. Donc c'est plutôt très bien. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de déchets au pied, une vingtaine de points laissés en route quand même. Ouais, 22 a priori. Ouais, ça leur porte pas préjudice au final, parce que 19-17 avec une pénalité de Valentin Gilbert sur la fin, à quoi, 1 minute de la fin, quelque chose près. Donc c'est plutôt très bien. Mais ça leur permet d'envisager une belle qualification et plutôt mieux placé possible. Alors, pour en venir effectivement aux 22 points, alors, on a vu hier, Basile, le président de la Ligue, monsieur Rudolf Esteves, qui a des origines colombiennes, comme tout le monde le sait, qui nous disait que lui, qui va assez souvent voir ce match, puisqu'il est résident chinonnais, qui va souvent voir cette équipe, disait qu'il avait l'impression que les buteurs chinonnais à domicile avaient la trouille en quelque sorte, se mettaient la pression. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement, mais ça aurait pu leur coûter cher quand on sait que oui, c'est la pénalité de fin de match qui fait la différence, quoi. Donc, quelque part, c'est quand même. Mais en tout cas, pour en venir au pronostic de Guy Borde, il m'avait annoncé un 5 sur 5 pour Chinon. Pour l'instant, c'est 2 sur 5. Son pronostic tient toujours. J'espère sincèrement que ça va aboutir. Donc, sachant que pour les Chinonnais, la fin de championnat, elle est un peu plus aisée, on va dire, puisque ils vont aller à Pithiviers, ils vont recevoir Angers et ils vont aller à Jouer les Tours. Donc, alors, Jouer les Tours a perdu à Pithiviers la semaine dernière, il me semble. Ouais, mais sinon, on n'a pas les mêmes armes. Oui, on est d'accord, mais enfin, je veux dire, le côté. Et puis le derby contre Jouer les Tours reste encore une fois un derby. Donc, on avait vu le premier, nous, à Chinon, ça n'avait pas été simple, hein. C'était un match qui était, assez équilibré. Je me souviens même plus qui l'avait gagné d'ailleurs. C'était Chinon, de peu, mais c'était Chinon. À la maison, d'accord. Ouais. Allez, messieurs, on va changer de sport. On va parler football juste après ce jingle.
Le débriefing des rencontres sportives tourangelles, c'est tous les lundis de 19h à 20h dans le Grand Débrief. Et on va pouvoir entendre Florentin un petit peu avec le championnat de National 3, bien évidemment. Et on commence par une défaite d'Avoine qui se déplaçait sur la pelouse de Châteauneuf. On le sait, c'est jamais évident de se déplacer sur la pelouse de Châteauneuf. Florentin. Oui, une défaite 1-0 de la OCC. C'est dommage puisque on s'éloigne de plus en plus du podium du côté de la OCC. Et c'est une défaite de trop, malheureusement. Et il y avait toujours un petit espoir, mathématiquement, je parle, de monter en N2, puisqu'on était à 7 ou 8 points de Vierzon. Maintenant, on en est à 10 ou 11, donc c'est dommage pour la OCC qui a grillé ses chances. Basile ou Francis, des choses à rajouter dessus? Non, mais Bah c'est vrai que ouais, c'est dommage. ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire que oui, effectivement, c'est dommage. Après, malheureusement, quand t'arrives pas à capitaliser, et puis on en parlera sur d'autres rencontres aussi, mais quand tu n'arrives pas à capitaliser, sachant que là, le championnat touche à sa fin, je suis Ouais. d'accord avec Florentin quand il dit que c'est des cartouches de grillés, parce que là, clairement, et après, il va falloir compter sur les défaites des autres, et quand tu commences à compter sur les autres, c'est pas bon, hein. Ouais, mais il y a combien de monde? Il y a qu'une seule montée hein, de N3 en N2, non? Ouais. Ouais. Bon, quand tu vois le parcours de Vierzon qui fait la valise en quelque sorte, hein. Donc, est-ce que les poursuivants, à partir du moment où tu sais que tu ne pourras pas atteindre, il y a peu de chances que tu puisses atteindre, rattraper cette équipe de Vierzon, et que tu sais que il y a peu de chances que tu descendes parce que tu as de l'avance, quelque part, la motivation n'est pas la même, et on sait pertinemment au football que quand tu mets pas toute la volonté physique, tu as du mal à t'imposer. Alors, je dis pas que Avoine a lâché le morceau à Châteauneuf, mais il manquait peut-être un petit peu quelque chose pour aller chercher le match nul et voir mieux. Donc, maintenant, moi, c'est quand on voit, tu gagnes un match à la maison, tu perds à l'extérieur comme ça de temps en temps, bon, bah voilà, tu poursuis un petit bonhomme de chemin, et tu sais que de toute façon, ton championnat, il est terminé en quelque sorte, quoi. Après, Après, Francis, tu parles qu'ils sont loin, qui vont se maintenir. Ils sont qu'à 8 points et il reste 10 journées. Ils sont qu'à 8 points de Vierzon. Non, ils sont qu'à 8 points de la première ont- place relégable. Ah non, ils ont 8 points d'avance, tu veux dire. Ouais. D'accord. Donc, Oui, mais il reste 10 journées. Donc, oui. en quelque sorte, c'est pas 8 journées, enfin 8 points, c'est vite rattrapable sur 3 C'est pas 8 points, c'est 24. Oui, quoi, Oui, 8 points à rattraper sur 24 mises en jeu. On est d'accord, mais bon, on sait pertinemment qu'Avoine ne va pas, moi j'en suis convaincu, Avoine ne va pas descendre dans les profondeurs. Oui, Mais encore une fois, moi je comprends un peu j'interprète en tout cas, je ne dis pas que je comprends parce que je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais j'interprète ça un peu sur un fait, parce que Vierzon, ils sont avec combien de points devant? ils ont 12 points d'avance. Ouais, voilà, donc ça fait du chemin quand même. Voilà. Allez, on passe au match suivant avec Montlouis qui s'incline lourdement 4 buts à 1 à Chartres, la réserve bien évidemment. Donc on le sait aussi, c'est toujours compliqué de jouer une réserve avec des joueurs qui montent dans la une et qui redescendent. Défaite 4-1, donc Florentin, ça pique un peu pour les Montlouisiens. Ouais, mais en même temps, c'est une défaite logique, puisque Chartres est quand même troisième du championnat. Montlouis qui était redescendu, qui perd depuis quelques matchs. Donc on peut dire que c'est une défaite logique, surtout à Chartres. Donc on verra ce que ça donne pour la suite. Mais là aussi, ils sont plus qu'à 5 points de la première place relégable. Donc 5 points, c'est vite joué là aussi. c'est vrai qu'à un Est-ce moment que tu donné, sais, tu commences à regarder plus derrière que devant. C'est ouais. pas toujours bon signe. Florentin, est-ce que tu sais s'il
il y avait dans l'équipe de Chartres, s'il y avait des équipiers premiers, est-ce qu'il y a eu du mouvement dans ce sens-là? Je ne pense pas parce que l'équipe première jouait le samedi soir. D'accord. Donc ça m'étonnerait. À moins qu'il y en ait en phase de reprise ou Oui, qu'on ait oui, été oui. sanctionnés par Jean-Pierre Papin, mais je pense pas. D'accord. Ouais, parce qu'il faut Bon, et préciser que puis Jean-Pierre Papin est l'entraîneur de l'équipe 1 de Chartres. le côté positif dans ce championnat national 3, c'est la victoire du FCOT face à Saint-Jean-le-Blanc. Une petite victoire, mais qui rapporte quand même les 3 points, 1-0. Oui, ça fait du bien pour le FCOT qui restait sur 3 ou 4 nuls d'affilée. Donc il se redonne de l'air, surtout dans la quête du maintien, là encore. Puisque si Châteauneuf avait gagné, Montlouis, la OCC et le FCOT seraient pas loin des places relégables. Donc c'est une bonne opération pour le FC Ouest Tourangeau et aussi pour les équipes du 37. Mais c'est vrai que oui, c'est l'objectif pour le FCOT, c'est effectivement de se maintenir, mais plutôt de regarder vers le haut que vers le bas. Et puis c'est à terme arriver à se structurer pour pouvoir monter. Mais clairement, il y a encore pas si longtemps, on regardait plutôt vers le haut et on essayait de savoir qui allait pouvoir se qualifier, enfin, qui allait pouvoir matcher entre guillemets pour la première place, voire pour le podium. Aujourd'hui, on est plutôt en train de regarder vers le bas que vers le haut, donc c'est plutôt dérangeant. Cela étant, il est vrai que c'est un championnat qui est très concurrentiel, dans lequel se faire la place chaque week-end, c'est compliqué. Donc, on va espérer que les équipes tourangelles finissent du mieux possible et effectivement assurent le maintien le plus tôt sera le mieux. Après, la OCC, le FCOT, donc la OCC qui est 6e, le FCOT 7e et Montlouis 9e. Le FCOT et la OCC qui ont 24 points, ils sont qu'à 5 points de la 3e place, qui est la réserve de Chartres. Hmm. Donc c'est vraiment un championnat homogène où le podium donc de la 3e place à la 12e place, il y a que entre guillemets 12 points. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans tous les championnats. Allez, on va changer de discipline à présent. On va parler. Non, juste un petit mot, pardon. Il y a Malo qui nous a demandé ça en commentaire. Florentin, tu étais au derby du Tour FC face à Chambray, exceptionnellement, vu que c'était un derby, une grosse affiche de haut de tableau. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement, s'il te plaît? Oui, le TFC a fait match nul 1-1 face au Chambray FC. C'est un match nul logique, on va dire, malgré le poteau et la transversale touchés par le TFC. Après, c'est dommage que dans le jeu, le TFC ne construise pas assez et balance trop des ballons en profondeur. Et la rentrée de Antoine Perron a fait du bien au milieu de terrain. En même temps, c'est vrai qu'Antoine Perron, enfin, c'est un catalyseur. Il connaît le niveau supérieur, voire doublement supérieur. Effectivement, le jeu fait de kick and run, là, c'est pas vraiment ce qui fait l'ADN du TFC. Et en plus de ça, c'est pas vraiment ce qui fait l'ADN de cette équipe-là par rapport au profil des joueurs. Donc, c'est un peu surprenant, je te l'accorde. Ou alors, il faudrait rappeler Antoine de Séville. Mais je suis pas sûr qu'il ait les moyens Olivier de. Giroud aussi. Hein. Non, Olivier Giroud ne jouait pas en profondeur. Allez, on passe au basket après cette jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Du basket avec le Tour Métropole Basket qui se déplaçait à Antibes, une équipe assez solide pour le championnat de Pro B bien sûr, et une défaite, on peut dire une défaite frustrante, pardon, une défaite d'un point 70-69, c'est toujours un petit peu rageant de perdre d'un point, messieurs. Ben oui, enfin, on va pas te contredire pour le coup. Mais ouais, c'est frustrant. Bon, c'est un match qu'on a vu. Bizarrement, les deux équipes ont joué en alternance, quoi. Un coup, c'était au début de match, Tours a bien démarré. Après, Antibes est revenu. Antibes s'est sauvé. Tours est revenu.
Bon, avec des points positifs, avec beaucoup de choses, des choses agaçantes, voilà. Voilà, mais c'était un peu pareil du côté Antibois. Donc, et puis il y a cette fin de match là, ces fameuses 6 secondes où tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une faute de fait pour qu'il y ait un joueur d'Antibes qui aille sur la ligne des lancers francs et qu'il y ait une possession après. Quoi. Voilà, on sait que en termes de tactique, les fins de match au basket, c'est souvent à base de fautes quand le score est serré. Là, on n'a pas compris que dans les 6 dernières secondes, le joueur les joueurs qui avaient le ballon, puisqu'ils ont fait des passes, il n'y a pas eu moyen de les attraper pour faire une faute. Quoi. Les 6 secondes ont été mangées relativement facilement. Hein, Après, Bah, si on regarde sur cette dernière action, donc la possession est à Antibes en dessous de son panier. Et il y a deux joueurs antibois et 3 joueurs du TMB, ce qui laisse un joueur tout seul sous le panier du TMB. Et c'est là où les antibois l'ont trouvé. Et du coup, le temps d'arriver, les 6 secondes étaient passées. Donc, il y a Oui, ça aussi. oui, non, mais on est d'accord, mais je veux dire, voilà, quoi, tu lui plonges dessus, voilà, quoi, je veux dire, ça t'as 6 secondes pour faire une faute. C'est, je sais pas, j'ai pas compris. J'en ai parlé hier avec Romain Rignard il dit oui, ils ont pas réussi à l'attraper. Voilà. Donc, ce qui est surtout dommage et frustrant, c'est que ça a quand même pas été un match d'adresse, hein, on peut quand même pas ouais. le dire. Ah ouais. Euh, En plus de ça, Antibes doit faire une quarantaine de pourcents au lancer franc, donc ce qui est quand même pas très très glorieux, parce qu'ils doivent être à 8 sur 18 ou 8 sur 19, quelque chose comme ça. Donc ce qui est pas très très bon. Cela étant, que ce soit à 2 points ou à 3 points, la réussite a quand même pas trop été là des deux côtés. Donc c'est vrai que c'est un match qui au final finit un peu sur un pile ou face, quoi. Tu jettes une pièce en l'air et Ouais, puis c'est ça, ça ouais. tombe d'un côté. C'est dommage, mais bon. Il faut quand même se dire que, enfin on le dit à chaque fois, mais bon, les Tourangeaux sont promus, aller embêter Antibes, qui est quand même une place forte, hein. Mhm. C'est quand même plutôt positif. Après, c'est toujours frustrant, oui, puisque quand on voit la physionomie du match, ben, on se dit que de toute façon, il y avait la place de faire mieux. Puis quand on regarde les stats, ben, on se dit qu'il y avait encore la place de faire encore mieux. Donc, c'est un peu agaçant, oui, effectivement, mais bon, il y a quand même un adversaire en face. Donc, Oui, non, mais ça, c'est incontestable. Mais il y a des pertes de balles, notamment, qui sont curieuses. Quoi. Je veux dire, on a l'impression que, tu sais, quand tu fais une passe sous le panneau et puis que tu te fais chipper la balle comme ça, moi, j'ai du mal à comprendre ça. Quoi. C'est quand même des types qui sont pros. Quoi. Je veux dire, la concentration, tu sais que le mec, il va tenter de te prendre le ballon, quoi, mais fait de l'opposition. C'est pas, ça arrive trop souvent, je trouve, moi, ce genre de ballon perdu. Enfin bon, c'est comme on a ça. quand même, on a quand même l'impression que les Tourangeaux sont plus à l'aise quand ce sont plutôt des matchs d'attaque que des matchs de défense. Plus les matchs sont limités en points, moins les Tourangeaux sont à l'aise. C'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente, ça. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, on À savoir va. ils vont demain à Saint-Chamond et ils reçoivent samedi soir Rouen. Voilà. Donc, c'est 2 équipes qui sont. Non, Saint-Chamond est en haut et, Rouen est en bas. et Rouen est tout en bas. Donc, ça serait bien de le gagner, celui-ci, parce que, à savoir qu'on avait pris une correction au match aller à Rouen. Ouais, c'était un match Ah. compliqué. Ouais. On continue le basket. Juste une petite question, messieurs. Avez-vous des informations sur les autres matchs de basket? Sinon, j'annonce juste les résultats car on a un peu de retard. Ouais, alors, Fondette qui perd, redis-moi le score, s'il te plaît, si tu l'as. Fondette à Meudon, 75-69. Ouais, alors Meudon, que de classement. Une équipe diminuée à Fondette, mais une équipe qui a raté son match, notamment l'entame.
Donc, visiblement, ça ne l'a pas fait. C'est dommage parce que, en général, Fondettes sait gagner ces matchs-là en déplacement, mais là, ils se sont ratés samedi soir. Voilà, c'est en quelque sorte les informations que j'ai eues. Mais avec un effectif en moins, Kasper Zek toujours blessé. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient encore absents. Voilà, en déplacement, un effectif amoindri. Bon, et puis toujours dans le championnat de N3, chez les hommes, le P3LTMB s'incline très lourdement à la Séguinière 79-45. Le TBC s'incline également à domicile face à Saint-Laurent-de-la-Plaine 83-86. Et puis chez les filles en National 2, le 16 s'incline lourdement mais logiquement à Nantes-Rezé 90-45. Et puis, seul point vert de cette page basket, ce sont les espoirs Pro B du TMB qui s'imposent 69-71 à Denain. On va passer à présent au hockey sur glace, messieurs, avec du vert. Ce sera juste après ce jingle. Le grand débrief, c'est de 19h à 20h en direct sur le Facebook Live d'ITS et sur Cité Radio. Du hockey sur glace, ce sera suivi d'un petit mot de badminton et puis on conclura cette émission avec du tennis et le 15e NJ Open de Touraine. Mais avant tout ça, on va parler des remparts de Tours parce que c'est une victoire à l'extérieur sur la glace de Dunkerque, 4-5. Elle fait du bien, celle-là, messieurs. Ah bah c'est clair qu'elle fait du bien. Les Dunkerquois étaient 9e ou 10e avant le début du match. Donc clairement c'était un potentiel concurrent direct pour les playdowns, même si je pense que ils passeront pas par cette case-là. C'est vrai que ça fait du bien parce que on se disait quand même que la pièce elle tombait quand même régulièrement du mauvais côté pour le coup, hein. Un peu comme la tartine quand on l'a fait tomber. Mais c'est vrai que là, bah oui. Mais là, c'est vrai que ça fait plaisir pour les Tourangeaux parce que ça permet de récompenser le travail qui a été fait. Sachant que bon, Dunkerque, c'est quand même pas un endroit où c'est quand même simple d'aller y gagner. Donc, donc c'est plutôt très bien. Et en plus de ça, dans le scénario, alors sans tout dérouler, parce que si tu me dis qu'on est en retard, on va essayer Ah, d'aller vite. vas-y, on peut prendre du temps sur les remparts un peu. Ok, bon, tant mieux. En fait, concrètement, ils démarraient avec un score de 2-1, je crois, en leur avantage. Fin de tir Ouais. médian. Fin de Non, premier fin tir. de. Ouais, Fin de premier fin de tir. premier. Donc c'était plutôt pas mal, ce qui faisait leur force depuis un petit peu de temps avec des bonnes entames, mais des fins difficiles. Et puis, on va aller directement à ce qui nous intéresse et ce qui nous concerne, c'est-à-dire à la fin de match, où au final, ils prenaient un but allez, quoi, une, 2 minutes de la fin, quelque chose du genre. On s'est dit, bon, ça y est, ils vont retomber dans leur travers. Ça faisait 4 partout. Et puis derrière, c'est ce but victorieux qui vient récompenser et qui vient justement faire en sorte que la tartine tombe du bon côté et qu'on puisse la récupérer sans avoir bousillé la confiture qui était dessus. Donc c'est plutôt bon. Et en vue des playoffs, alors il y a des points noirs, mais il y a des points positifs aussi. En vue des playoffs, c'est un très bon point. Savoir arracher un match dans ces conditions-là à l'extérieur, ça va donner du capital confiance pour la suite. Donc c'est plutôt très bon. Eh Florentin, bien, en plus de ça, ça va Non. mieux pour les remparts. Pardon, je gère bah, d'autres messages que je reçois en même temps, d'autres radios, donc c'est un peu compliqué. Après, pour le moment, juste un point sur le classement. Dunkerque est 11e. Donc, il jouerait les playdowns pour le moment. j'avais 10 moi. Autant pour moi. Alors, Donc, l'avantage aussi de ce côté-là, c'est que, bon, on l'a dit déjà la semaine dernière, mais on va le rappeler brièvement. Quand on est en play-down, en fait, on conserve les points et les victoires, et les défaites en l'occurrence aussi, acquises contre les adversaires directs en play-down. Donc, cette victoire à Dunkerque, elle est plutôt fondamentale si les Dunkerquois viennent en play-down avec les Tourangeaux. c'est ça. Et du coup, après, il reste 2 matchs dans la saison régulière et 2 à domicile, dont un demain face à Nantes et un samedi face à Brest, le leader. C'est ça.
On parle des filles désormais, messieurs, donc très rapidement, juste le résultat, sauf si vous avez des infos à me donner. Mais c'est une victoire 6-3 pour les Remparts, donc en élite féminin face à Amiens. Pas d'infos Bah, dessus? bah, Et 6-3, ben ce qu'on alors, peut vas-y. dire, bah, disons que ce qu'on peut dire, c'est que euh, ça allait plutôt vite dans le bon sens et les Tourangelles ont mené assez rapidement 2-1. Enfin, d'abord 2-0 et après 2-1. Elles ont toujours eu un matelas assez confortable pour finir à 6-3. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, c'était quand même leur dauphin, Amiens, donc c'était quand même pas n'importe qui. Ça leur permet de valider leur ticket pour le carré final du championnat élite, donc ça déjà c'est une bonne chose de faite. Et puis bah, on leur souhaite le meilleur pour la suite et puis de ramener le titre, hein, c'est l'objectif et c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Effectivement, ce serait une belle chose. Elles l'ont déjà fait plus d'une fois. On parle badminton juste après ce jingle. Le débriefing des rencontres sportives Tourangelles, c'est tous les lundis de 19h à 20h dans le Grand Débrief. Le championnat de national 1 avec le CES Tour qui recevait Rostronen, une défaite 2-6. C'est compliqué, on le sait, depuis le début du championnat pour le CEST, messieurs. Et donc, c'est encore une défaite à domicile. Bah oui, et puis c'est celle qui semble devoir condamner le CEST pour cette division, puisque Rostronen était l'équipe juste devant et que en la battant, ça permettait d'espérer. Sauf que là, quand tu perds à la maison, bah évidemment que les carottes sont déjà à moitié cuites. La différence de points s'augmente bien évidemment. Donc, quoi, augmente bien évidemment. Donc, bah, malheureusement, je pense que le CEST sera rétrogradé à la fin de saison. Mais les moyens du CEST étaient des moyens humains. Compétiteurs étaient moins solides que l'année passée ou même voire là, il y a 2 ans. Donc bon, bah, l'équipe est moins forte, arrive ce qui doit arriver. C'est vrai que le Covid a posé des problèmes dans tous les clubs, mais le CEST a eu sa dose, on va dire ça comme ça. Et puis il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont partis pour des Ouais. raisons personnelles, professionnelles, tout simplement pour évoluer dans la vie parce que bah, on ne gagne pas sa vie en jouant en championnat de National 1 au badminton. Et donc, il y en a qui sont partis sur Paris, sur Bordeaux. Voilà, donc forcément, il y a des joueurs en moins, il y a des priorités dans la vie. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, Francis, on en arrive à la conclusion que l'équipe est tout simplement moins forte cette année et qu'elle a un peu plus de mal dans le championnat. On termine avec un sport de raquette. Encore, cette fois-ci, c'est du tennis. Tout au long de la semaine dernière avait lieu le 15e NJ Open de Touraine. C'était au Tennis Club Jocondien, un tournoi professionnel féminin qui regroupait des joueuses allant de la 202e place à la 350 de mémoire. Et on a vu de très jolis matchs, du spectacle avec une Française, Audrey Albier, qui a été jusqu'en demi-finale. Elle aurait pu potentiellement aller plus loin, mais il y a eu une blessure aux adducteurs en début de rencontre dans la demi-finale qui n'a forcément pas aidé la chose. En tout cas, on va commencer avec ça, Francis, du beau monde aussi, des noms, avec notamment Mona Barthel et Yanina Wittmeyer, ancienne joueuse, ancienne, pardon, 12e joueuse mondiale, Yanina Wittmeyer, et Mona Barthel, bien connue également du WTA. Elles étaient en finale du double. Elles se sont inclinées face à une vraie équipe de double, j'ai envie de dire, Francis. Oui, c'est vrai que comment dire, le jeu pratiqué par les deux Britanniques, Appleton et Collins, était un peu plus basé sur le service volé, comme on a tendance à voir dans le tennis masculin, et même sur le haut du chapeau du tennis féminin. L'Allemande Bartel et Wittmeyer, qui elle est, je sais plus la Belge. nationalité. Elle est Belge, belge. voilà. Avait tendance plutôt, disons qu'on les voyait moins au filet. Bon, peu importe. Elles ont quand même gagné le premier set 6-2 de façon assez rapide et efficace.
Et puis après, les deux Britanniques se sont réveillés. Bon, ça s'est fait au super tie-break, hein, puisque les troisièmes sets au tennis en double, ce sont maintenant des super tie-break. Voilà, donc elles se sont imposées 10-6, je crois. Ouais, c'est ça, 10-6. Mais bon, on a vu un match sympathique, quoi. Voilà, je ne vais pas faire des caisses parce que je n'ai pas vu un match. J'ai vu durant le tournoi des matchs de double plus spectaculaires. Voilà. Bon, et puis il y avait la finale simple également. C'était dimanche. C'était pas forcément les joueuses qu'on attendait hein, en finale. On pouvait penser justement à Yanina Wickmeyer, ancienne numéro 12 mondiale. On pouvait penser à Burrage également, une Anglaise qui nous avait plutôt impressionné dans ce tournoi. Ou alors à Oksana Selekmeteva, une petite Ouais. Russe de 19 ans, gauchère, qui était très très forte. Et finalement, aucune des trois en finale. C'était Kempen et Schunk. C'est Kempen qui s'est imposé 6-3, 6-4. Mais Francis, voilà, on ne s'attendait pas à ça dans ce tournoi. Ouais. C'est pour ça que on se rend compte que entre la 200e et la 400e place mondiale, bah, les filles sont très proches finalement les unes des autres parce que la jeune Audrey Albier, elle qui devait être aux alentours de 440, quelque chose comme ça, a battu la Russe qui était classée 215 ou 220. Voilà quoi. Donc il y a des comment dire des différences de classement, mais qui ne se ressentent pas sur le terrain. Voilà. Donc, moi qui ai l'habitude de voir cette compétition à jouer les tours, sauf les dernières années puisqu'il n'en avait pas, j'y vais régulièrement. On doit bien reconnaître que c'est un 25 000 $ alors qu'avant on était en 50 000 $. On voit quand même que le niveau est moins fort qu'il était quand on a un tournoi à 50 000 $ parce que bah, plus les gains sont importants, plus les niveaux de joueuses sont élevés également. Donc on se rend compte quand même que la qualité du jeu s'en ressent. On a vu deux demi-finales assez tristounes. Hein, donc, tu as expliqué pourquoi Albier avait perdu en 3-7. Elle s'est blessée. Elle a eu déjà le mérite de gagner la seconde manche. La première demi-finale a surtout été faite de points, de fautes. Donc, voilà quoi. Moi, j'étais un petit peu déçu des deux demi-finales. J'ai pas assisté à la finale, mais quand j'ai vu les demi-finales, Kempen vainqueur, ça me semblait logique. Voilà. Bon, après, le spectacle, ça peut arriver aussi sur un match. Hein. On a vu des Oui, finales à Roland-Garros avec Marie Pierce mais qui complètement. duraient 45 minutes, où le spectacle n'était pas présent. Ça n'enlève pas la qualité du tournoi pour autant. Et justement, tu disais anciennement 50 000 $, donc ça n'existe plus, 50 000 $. Et le cap d'après, c'est du 60 000. On passe directement de 25 à 60 000. Donc la marche est encore plus haute, mais en tout cas pour la 25e édition du tournoi, et donc ce sera la 16e sous le nom NJ Open de Touraine, il y a une ambition de faire justement ce tournoi, d'en faire un 60 000 $, en essayant de trouver un peu plus de partenaires privés et puis des plus gros sponsors derrière. Moi, j'aimerais surtout, pour terminer, revenir sur le parcours donc, de deux Françaises. Donc, on a parlé d'Audrey Albier. Je vais donc commencer par elle. Elle était quand même issue des qualifications, Audrey. Donc, elle a passé deux tours de qualification et ensuite trois Elle a joué tours. 4 matchs. Elle en a fait 5. C'était son 6e match, la demi-finale. Voilà, c'est ça. Et perdre son 6e match. Voilà. Elle a joué donc 5 matchs, à chaque fois contre des gauchères. Donc, ça, c'était assez marrant. Et d'ailleurs, la demi-finale, c'était aussi contre une gauchère. Elle a joué que des gauchères durant ce tournoi, mais ça ne la dérangeait pas parce que sa partenaire d'entraînement était gauchère. Donc, elle avait l'habitude de jouer contre des joueuses qui jouaient de la main gauche, tout simplement. Mais en tout cas, c'est assez curieux comme anecdote. Donc, 5 tours, 5 victoires, en plus avec des matchs à rallonge quand même, hein, des matchs en 3-7. Donc, physiquement, elle était présente. C'est dommage cette blessure aux adducteurs. Un très beau parcours en tout cas avec 3 grosses perfs pour Albier. Et puis aussi la toute jeune Chloé Noël, âgée de 17 ans et demi, classée 1100 au WTA, au classement WTA, et qui a battu une 250e mondiale, tête de série numéro 6.
Elle a ensuite passé un tour et elle s'est malheureusement inclinée derrière en quart de finale 6-0, 7-6. Elle n'est pas passée loin d'ailleurs dans la deuxième manche contre Ruchiti qui, elle, a été jusqu'aux demi-finales. Voilà. Donc, un très très beau parcours aussi de cette jeune Chloé Noël qui a de l'avenir. Et puis, Francis, on parlait de jeu service-volé. Bah, justement, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle a un jeu très atypique comparé aux autres joueuses qui restent souvent en fond de cours. Elle, Chloé Noël, elle n'hésite pas, pardon, à faire service volé, retour volé avec des chops en fond de cours. C'est assez curieux à voir jouer. Mais voilà, elle a fait un très très beau tournoi également. Donc on peut féliciter ces deux Françaises qui ont réussi en tout cas leur 15e NG Open de Touraine. On espère les revoir l'année prochaine. Francis, un petit mot Et peut-être puis, à rajouter? oui, une petite note aussi sur les deux locales, Bertie Landry et Astrid Sirotte, qui qui ont fait, qui sont accédées au tableau principal quand même. Elles ont perdu toutes les deux au premier tour. Elles étaient ensemble pour jouer le double. Elles ont gagné un match. Elles ont perdu au second tour, mais bon, elles ont le mérite d'être là. C'était une première pour toutes les deux. Il faut préciser notamment pour Astrid qu'elle est toute jeune, 18 ans, je crois. Donc voilà, il faut savoir que ces deux jeunes filles, on les reverra peut-être l'année prochaine dans le tableau principal de l'Open du 15e, non, du 16e Open NG de Touraine. Et puis je voulais dire NG aussi Open de Touraine. Ouais, pardon, dans l'autre sens. Et je voulais dire aussi, belle organisation du TCJ, parce qu'il faut quand même préciser que les mesures drastiques de l'ITF par rapport au Covid, c'était quand même très contraignant. Prise de température de chaque visiteur, passe sanitaire évidemment, masque obligatoire. Donc voilà, ils avaient installé des toilettes sèches à l'extérieur pour que les toilettes de l'intérieur ne soient pas occupées par tout le monde. C'était quand même lourd à mettre en place. Voilà, bravo aux bénévoles qui ont fait un boulot fabuleux. Bravo aux juges de ligne qui sont vraiment qui sont aussi des bénévoles, des gens qui ont une vie ailleurs, qui prennent des jours de congé pour pouvoir participer à ça. Et bravo aussi aux petits ramasseurs de balles, parce que il faut savoir que 15 jours avant, ils sont au collège. On leur dit, est-ce que tu veux être ramasseur de balles sur un tournoi de tennis? Et ben les enfants, oui, oui, oui. Mais ils apprennent tout. Et on sait que le rituel du ramasseur de balles est très spécifique. Et pour de jeunes gens de 10 ans à 14 ans, c'est pas toujours évident d'apprendre ça rapidement et d'avoir les réflexes que peuvent avoir les jeunes qui ont très bien fait aussi, qui sont issus du club, du TCJ. Donc voilà, moi je dis bravo à tous ces enfants. Et il faut savoir aussi que des fois, les filles, quand elles sont dans une situation de défaite dans le match, elles ne sont pas toujours agréables avec ces enfants-là qui, eux, font ça pour faire plaisir et aussi pour se faire plaisir. Mais voilà, donc je tenais à féliciter aussi ces gamins. Effectivement, c'était important parce que voilà, ça aide quand même d'avoir des ramasseurs de balles. Ça leur fait aussi, eux, une expérience. On en a vu des très stressés. C'était parfois rigolo. On ne se moquait pas, mais ça pouvait être effectivement rigolo. Ils ont fait de leur mieux et c'était vraiment très bien. On les remercie effectivement pour tout ça. Et puis, tu parlais d'organisation, Francis, une belle organisation. Eh bien, justement, ils avaient annoncé pendant la conférence de presse d'avant-tournoi que niveau organisation, pour le 60 000 $, ils étaient prêts. Donc, il manque uniquement l'argent maintenant des sponsors, des partenaires pour pouvoir atteindre ce 60 000 $. Mais en tout cas, niveau organisation, tout est en place. On a un petit peu dépassé ce soir. Merci beaucoup, Francis Leroux, Basile Martin, Florentin Cheminard, et puis bien sûr, Guillaume Colomba à la réalisation technique et vidéo de cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine et certainement en présentiel, ça va faire du bien de tous se revoir au studio de Cité Radio. Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et donc je vous dis à la semaine prochaine.